nous sommes conviés à devoir réfléchir à la place de la culture, à la fonction de la parole, à la fonction du récit, à la fonction de l'écriture dans la fabrique des subjectivités et du lien social. J'y reviendrai tout à l'heure, mais si l'art du récit tend aujourd'hui à se perdre, si la figure individuelle tend à disparaître, si les vertus dépérissent dans les formes d'entraîner de notre démocratie d'expertise d'opinion, c'est parce que nous n'avons peut-être pas su préserver la niche écologique de l'oiseau de rêve qui couvre l'œuvre de l'expérience, comme disait Walter Benjamin. Remercier vraiment du fond du cœur votre exposé. Je trouve qu'il devrait paraître quelque part, qu'on puisse avoir le lien pour le réentendre de bout en bout. En fait, tout est tellement important, tout est tellement à l'ordre du jour que c'est un peu un exemple de cette façon dont Avignon peut mettre à jour les problèmes de société en les liant avec l'art. Polytechnicien en BTP, j'ai 42 ans et je voulais vous poser une question sur l'exposé sur Roland Bruy que j'ai entendu. Et je voulais vous poser une question. Donc moi je dis que la culture a toujours dû se défendre contre la contre-culture pour une culture qui nous sert. Ça je viens de l'écrire en vous écoutant. Et, parlez un peu plus. Ouais. Et cette culture, elle sert à notre nation qui est la France. Et si en 2012 vous citez l'expert anglais sur les surveillances privées d'individus et les fonctions d'appareil au concept anglo-saxon, ça a été une grande part de votre exposé que je connais. Qu'est-ce que vous pensez, a priori, sur les besoins culturels que nous avons dans notre pays et en Europe et de partout? Qu'est-ce que vous pensez du besoin de lobby politique, culturel, avant tout pour le pouvoir, comme l'a fait le Premier ministre du Royaume-Uni en 2012 pour les Jeux Olympiques à Londres, c'est-à-dire tout ce qu'il a apporté dans sa fonction comme moyen sur un territoire à la base? Ça c'est le nerf de la guerre et l'argent, et c'est ce qu'il a fait en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Le rapport qu'il y a entre des mouvements culturels comme le Festival d'Avignon et les Jeux Olympiques, qui sont de gros événements avec autant d'investissements. D'abord, merci parce que votre exposé ou autre était extrêmement riche. Voilà, d'accord, je vais essayer de vous faire le micro. Et voilà, merci beaucoup. Et je trouve que ça, en tant que spectateur du off et du in, je trouve que ça a pleinement sa place et je suis ravi qu'il y ait l'apport de gens comme vous, je l'ai lu déjà, mais pour faire entendre cette parole et ces réflexions. Des exemples, parce que j'étais très touché par beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Vous parliez du rapport de la technique qui ne résout pas les choses et les souffrances, par exemple. Je connais l'exemple d'un homme qui avait la maladie de Parkinson, qui avait un bouton d'alarme autour du cou et qui est tombé, et qui est resté toute la nuit avec allongé, sans appeler à l'aide. Il ne s'est pas servi de son bouton et on lui a demandé après, mais pourquoi tu n'as pas utilisé ce bouton? Il a dit, mais à quoi bon? Parce que ça n'aurait pas résolu sa solitude fondamentale. Et il n'arrivait plus à lire, ce qui était sa passion personnelle. Et pour des choses, cet homme, c'était mon père. Donc je sais ce que... Un autre exemple dans ce qui est le rapport au terrorisme quotidien, c'est en tant qu'enseignant, on nous a demandé, là où j'enseigne, là sur nos smartphones personnels, il fallait rentrer les absences. Voilà, prolétarisation des profs. Alors qu'en même temps, il faut faire tout en même temps à l'apprendre. Dernière chose, j'aurais beaucoup de choses à suggérer ou à dire, mais puisqu'on parlait de l'art et de la politique, ouais, c'est une suggestion peut-être absurde en apparence, mais une candidature collective à la présidentielle, c'est impossible, mais la faire, proposer une candidature collective, parce que précisément, si on veut être des co-auteurs de notre existence, eh bien, c'est pas en suivant la machine de l'homme sauveur qui cache le système qu'on peut y arriver. Je pense qu'il faut forcer la porte et dire, bah non, c'est un collectif le seul qui peut proposer des solutions réelles et non pas justement des pantins comme... Alors, c'est une question qui n'est pas complètement claire dans ma tête, mais je pense, voilà, je vais essayer d'être courte, brève et claire.
Moi, je me pose la question de... On parle beaucoup du spectacle et du résultat dans cette intervention, et je pense que c'est essentiel. Et ici, on est dans un contexte où on présente beaucoup de spectacles. Et ma question, c'est comment sortir aussi de la notion de résultat, parce que c'est aussi vachement ce qui se passe avec un spectacle. Présenter un spectacle, c'est souvent présenter un produit fini. Les spectacles sont devenus des produits aujourd'hui. On en fait tous les frais en tant qu'artiste. Et comment sortir de cette dynamique-là pour qu'il y ait un réel échange entre ceux qui font le spectacle, c'est-à-dire les gens qui sont sur le plateau, les artisans, artistes, techniciens et autres, et les spectateurs, et non pas le public, mais chaque spectateur qui se trouve assis dans la salle. Comment on crée un réel dialogue et comment on n'est pas dans la démonstration d'un résultat et dans une notion, encore une fois, de réussite et d'efficacité. Et en faux contre la violence de la bonne dame qui a dit que votre exposé était plombant et vous a traité d'universitaire. Moi, ça m'a beaucoup allégé le cœur, voilà, parce que je crois que si on avait de plus en plus d'universitaires et moins de directeurs des ressources humaines, on irait mieux, pour commencer. Deuxièmement, elle s'est enflammée pour les 1400 spectacles du Off. Je suis désolé, mais moi, vous m'avez beaucoup allégé, au contraire, parce que je porte une angoisse, comme beaucoup de petites compagnies, à me débattre au milieu de ce qu'on appelle, certains l'appellent le plus grand théâtre du monde, et moi, j'appelle ça le plus grand marché aux bestiaux de l'Europe libérale et culturelle. Enfin, pour terminer, juste pour vous dire que je voulais vous remercier pour votre exposé, qui m'a allégé, comme je viens de le dire, pour vos citations, et pour vous remercier, j'aurai aussi une citation. Vous avez évoqué les utopistes. J'ai une citation à vous faire cadeau, peut-être vous la connaissez, c'est de Charles Fourier. Charles Fourier qui a écrit en 1810, on est en 1810, « La seule valeur, la seule gloire selon nos vivants économistes, c'est de vendre aux empires voisins plus de prix que l'autre qu'on achète de nous. » Je vous redemanderai la citation pour pouvoir la noter, parce que c'est vrai que les autres m'aident à penser. Donc c'est aussi pour ça que je les cite. Sinon, sinon je pourrais m'approprier ce qu'ils disent et ne pas les citer, mais je préfère les citer, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus juste. Bon, alors j'espère que je n'ai pas trop plombé l'atmosphère, effectivement, mais étant donné aux encouragements, je vous en remercie. Alors d'abord sur Simone Veil, je vais commencer un peu de manière universitaire par les différentes interventions. Sur Simone Veil, moi j'adore Simone Veil, je la cite souvent, très très souvent, et je pensais notamment aux écrits sur l'Allemagne. Parce que les écrits sur l'Allemagne, c'est vraiment quelque chose que nous devrions lire aujourd'hui. Parce qu'elle montre, si vous voulez, à la fois la division de la gauche entre les communistes, les sociaux-démocrates, etc. Et puis qu'elle montre en même temps, elle dit que ce qu'il y a de plus terrible, et c'est la mise que Hitler va rafler. C'est justement cette rhapsodie des frustrations, des mécontentements, parce que elle dit la pire des situations, c'est quand il y a une crise politique et qu'on empêche la possibilité de la résoudre politiquement. C'est-à-dire qu'on est là face à un paradoxe, à une contradiction qui débouche justement sur le totalitarisme. Il y a une crise politique, et ça rejoint ce que disait Pierre, il y a une crise politique, mais en même temps, tout est mis en place pour qu'elle ne puisse pas être résolue par la politique. Et à ce moment-là, il y a l'appel à l'abîme, c'est-à-dire effectivement les totalitarismes. Donc, bon, là je ne vais citer qu'une fois, mais je vous garantis, si vous me lisez, que je cite très souvent Simone Veil, notamment sur la question de la prolétarisation. Elle a cette phrase extraordinaire, elle dit « On se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines ». Et elle dit « Tout se passe comme si le lieu de la décision était passé de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine. » Donc, vraiment, je crois que je lui dois énormément. Je veux dire, Simone Veil, c'est pour moi une référence majeure. Alors, il se met ensuite sur le besoin de la culture et le pouvoir politique. Bon, ben le danger majeur, je dirais, c'est effectivement que la culture serve
de faire valoir de produits de supermarché, de spectacles, c'est-à-dire finalement, il ne faut pas croire que... alors j'avais une très belle citation d'Adorno, mais je l'ai perdue, c'est pas grave, mais, où il montre justement que la culture, elle est un enjeu majeur du libéralisme. Simplement, tout dépend de ce qu'on entend par culture. Et si j'ai fait l'éloge du rêve, si j'ai fait l'éloge de la création, c'est par opposition à une notion de spectacle ou de fabrication. L'autre point que je n'ai pas développé, c'est Zweig. Stefan Zweig, c'est intéressant parce que dans ses différents appels aux Européens, 1919, 1930, 1932, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que s'il y a une Europe, elle ne peut être que l'Europe désintoxiquée moralement, justement, par le commerce. C'est-à-dire, en gros, ça ne peut pas être une Europe industrielle et commerciale. Ça peut être qu'une Europe des humanités, qu'une Europe constituée par la République des lettres. Et là, il parle de désintoxication morale du continent européen, atteint par la maladie des nationalismes. Je crois que c'est très important, ça aussi, aujourd'hui. Alors, les limites de Stefan Zweig. Vous savez, il s'est suicidé parce qu'il pensait que Hitler gagnerait la guerre. Ce qui est intéressant, c'est que justement, Stefan Zweig refusait la solution politique. Et ça serait intéressant, surtout parce que, moi qui ai une passion pour Zweig, son point de limite, il est là, pour moi. C'est-à-dire que il a écrit Le Monde d'hier, il faut le lire, enfin, il y a 2 livres que je recommande. Un que je recommande abondamment, j'ai fait un texte dans Le Monde aujourd'hui, vous pouvez le lire, sur Stefan Zweig, en disant il faut lire absolument, je prescris à tous les hommes politiques, de lire Conscience contre violence. Conscience contre violence, ça vous dit ce que nous risquons demain et ce que nous avons connu hier. Or, c'est une histoire qui se passe au XVIe siècle. C'est la prise en main par Calvin de la ville de Genève. Donc j'adore Zweig, encore une fois. Il faut lire le Brésil, terre d'avenir aussi, parce qu'il dit, en gros, la culture, ben, c'est la créolisation, c'est le mélange. C'est ça qui est aussi très important. Et ça fabrique une culture, ça fabrique la culture brésilienne. Bon. Mais le point limite de Zweig, et ce que va lui reprocher d'ailleurs Thomas Mann, le point limite de Zweig, j'espère que je ne plombe pas l'atmosphère, comme on m'a reproché, le point limite de Zweig, c'est qu'il ne veut pas prendre position, même pas contre Hitler. Il fait partie des Juifs apatrides, il se retrouve apatride. Il faut lire aussi, là c'est extraordinaire, quand il raconte comment lui qui était reçu dans le monde entier, largement payé, accueilli, etc., à un moment donné il se retrouve à Londres, apatride. Et il connaît la bureaucratie. Et là, il y a un choix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce refus, et Thomas Mann va se fâcher avec lui, alors qu'ils étaient très liés, Jules Romain et d'autres, parce qu'il ne veut pas prendre une position politique. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, moi qui suis un vieil universitaire, comme ça m'a été très justement reproché, c'est vrai, je suis un vieil universitaire, eh ben, je pense qu'il faut nécessairement qu'on s'occupe de politique, parce que sinon, la politique qui s'occupera de nous, ce sera la pire. Que ce soit à l'université ou ailleurs. Enfin, sur les hommes. Alors là, c'est Agnès, je crois. Là, je crois qu'il y a un biais méthodologique. C'est pas de ma faute. C'est parce qu'on a beaucoup donné la parole aux artistes, aux créateurs, aux écrivains hommes. Et que les femmes, bon, je vois bien qu'il y a Berthe Morisot et d'autres, mais les femmes ont été tenues un peu à l'écart. Donc c'est tout à fait normal que je me réfère pour moi aux hommes, parce que c'est eux qui ont occupé. Non mais j'y viens. Si on n'y va pas, oui. Est-ce que ça ne risque pas de continuer comme ça? Oui, mais alors, si on évalue. Est-ce que l'intuitif n'induit pas qu'on va avoir tout le temps des références masculines et blanches? Oui, alors, si vous voulez, si on évalue, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'évaluation, on pourrait la croire neutre, et j'ai essayé de le dire, de le montrer ailleurs, est une imposture. C'est-à-dire, elle est un discours et une technique de légitimation. Si vous voulez, si on n'évalue pas, vous allez me dire, on laisse la parole à l'ordre dominant. Si on n'évalue pas, mais qu'est-ce que c'est évaluer? Évaluer, c'est donner de la valeur. C'est donner de la valeur.
Or, les évaluations aujourd'hui, c'est pas donner de la valeur, c'est enlever de la valeur pour, vous voyez, pour contraindre, en quelque sorte, à se fier aux chiffres, sans savoir si les chiffres sont vrais. Je ne sais pas si je suis clair. Mais ça, je peux le développer très longuement, si vous voulez. Je me souviens une fois, pas ce matin, je me suis fait interpeller par Jean-François Copé, c'était au rencontre de Pétrarque, pas très loin d'ici, qui a dit « On pourrait être d'accord avec M. Gory, mais il est trop violent et son discours vise à ne pas rendre des comptes. » Je lui ai dit « M. Copé, vous vous trompez. » J'aurais pu ajouter une fois de plus. Mais vous vous trompez parce que d'abord, je ne suis pas violent, je suis passionné. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et deuxièmement, c'est pas refuser de rendre des comptes, c'est refuser de rendre des comptes de manière stupide, parce que la manière dont on nous fait rendre des comptes aujourd'hui, elle est individualisante, c'est-à-dire qu'elle vise à pulvériser les notions de collectif, et qu'elle se fonde sur la fausse objectivité de chiffres sans savoir comment on les produit. Alors j'ai fait un peu d'épistémologie, et je peux vous dire, comme le disait d'ailleurs mon ami Bernard Maris pour l'économie, que la manière dont on avance des chiffres aujourd'hui, elle est fallacieuse. C'est une stratégie de communication. Ça ne correspond pas, parfois ça correspond, mais ça ne correspond pas toujours, n'est-ce pas, à la moindre réalité. On les fabrique pour pouvoir, en quelque sorte, soumettre. Alors, ensuite, par rapport à ce qu'a dit Pierre, alors, je crois que c'est effectivement très important de se rendre compte aujourd'hui, bon, mais je risque de redire simplement ce que tu as dit, mais de rendre compte combien aujourd'hui, le champ du politique, il est lui-même corrompu par les logiques de marché. Il est lui-même corrompu par les logiques de spectacle. Et c'est là où, moi, je pensais à Camus, et je pensais justement à la chute de Camus, quand il dit « Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué ». Et de la même manière, on voit bien, en gros, aujourd'hui, c'est comme si les élections n'étaient plus que les sessions de rattrapage des sondages d'opinion. Tout est joué en termes de se vendre comme un produit politique. Alors après on y croit. On nous a dit, mon ennemi, c'est la finance. Alors on a cru, nous, c'est l'ennemi. Mais non, c'était une parole politique, c'était une logique de spectacle. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant. Et on a bien vu, d'ailleurs, je ne veux pas faire un discours pas anti-gouvernemental, mais on a bien vu... c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que, justement, la parole, à ce moment-là, est une parole à responsabilité limitée. Elle est limitée au moment où elle est prononcée. C'est-à-dire qu'en gros, elle n'a de valeur qu'au moment où elle émerge. Et ensuite, comme n'importe quel produit du marché, elle tombe dans l'obsolescence. Et alors, on dit, mais vous y avez cru, c'était vrai au moment où je l'ai dit, mais c'est plus vrai au moment où je vous ai... Et ça produit quoi? Ça produit, si vous voulez, forcément, ça ouvre l'abîme, justement, de système anti-système. Et où, surtout, il faut quasiment rien dire, il faut surfer simplement sur la dénonciation d'un système corrompu. Alors, par rapport à ce que tu as dit aussi, ce qui me paraît extrêmement important, c'est, Bourdieu disait, il faut que la démocratie puisse reconquérir les territoires perdus, confisqués par la technocratie. C'est ça, ce que l'on peut attendre aujourd'hui du politique, c'est qu'il nous donne la possibilité de parler, de s'exprimer, d'être entendu, et qu'effectivement, la parole, elle soit crédible, elle soit alimentée, elle ait de la substance. Et je crois que là aussi, je n'ai pas le temps de développer ce point, mais on voit bien, je l'ai un peu travaillé, comment à la fin du XIXe siècle, l'émergence des mouvements racistes, antisémites, nationalistes, populistes et autres, qui gagnent par exemple les élections à Vienne en 1895, c'est Karl Lueger, un populiste, antisémite et autres comme toi. Et c'est sur quoi? C'est sur justement la mise en évidence que les valeurs du libéralisme, qui ont constitué notamment le printemps des peuples en 1948 et qui ont permis ensuite, n'est-ce pas, nombre d'arriver au pouvoir des libéraux en Autriche et ailleurs, eh bien, la notion d'égalité, de liberté, de fraternité ne tenait pas la route. C'est-à-dire que cette idée que l'homme était libre, il pouvait être autonome, se guider lui-même, n'est-ce pas, tout ça, ça ne tenait pas la route. Pourquoi? Parce que finalement, l'homme, il était transformé, ça aussi Simone Veil le montre très bien, un instrument de l'instrument qui servait. Comment voulez-vous penser
Comment voulez-vous penser, n'est-ce pas, que l'individu est responsable, autonome, libre, lorsqu'il est assigné à des fonctions parcellaires et transformé comme ouvrage de la machine? Et c'est là-dessus, c'est ça qui a constitué le terreau ensuite du rejet des différents libéralismes, non pas au profit du socialisme, mais au profit justement des mouvements les plus réactionnaires, les mouvements, si vous voulez, fascistes, nazis et autres. Il ne faut pas oublier que Hitler au départ, n'est-ce pas, les troupes hitlériennes occupent le parti ouvrier. Il ne faut pas oublier que les grèves sont le fait d'une alliance entre des syndicats proches des communistes et des syndicats proches de Hitler. Et puis à un moment donné, on a très bien vu d'ailleurs dans les années, c'est parfaitement montré, on a bien vu comment se trouvent liquidés les SA qui constituent la branche populiste à ce moment-là, n'est-ce pas, au profit d'une nouvelle alliance avec les conservateurs et la droite. Et je crois que c'est très important parce que c'est cette déchirure aujourd'hui, c'est ça le danger majeur aujourd'hui. Il repose sur cette déchirure tragique, si vous voulez, entre les idéaux auxquels nous sommes attachés parce qu'ils ont été constitués comme la substance de la démocratie et les conditions matérielles réelles de nos existences. Et là, c'est là où il y a à inventer politiquement quelque chose. Parce que sinon, tous les mécontentements, toutes les frustrations seront nécessairement ramassés par une nouvelle forme d'extrême droite. C'est un point qui me paraît majeur. Bon, je ne vais pas trop développer là-dessus. Enfin, je dis encore mot, là. Alors, ensuite, j'ai été ému par ce que vous avez dit de votre père et du bouton. Mais là aussi, ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que je ne suis pas technophobe. J'adore la technique, j'ai du mal à me priver de mon iPhone, de mon ordinateur. Heureusement que Marie-Josée m'aide de temps en temps, parce que sinon, ça serait terrifiant, étant donné que je suis très maladroit. Mais le problème, il n'est pas là. C'est, en quelque sorte, c'est pas la technique qui est notre ennemi. Ça a été très bien montré par Jacques Ellul notamment, c'est le caractère sacré transféré à la technique. Et en faisant comme si la technique, alors là je reprends ce que disait Agnès, comme si la technique était neutre. Elle n'est pas neutre, la technique. Il y a cette très belle phrase d'Adorno, elle est encore une citation, l'objectivité dans les relations entre les hommes, qui fait fi de toute idéologie, est déjà devenue en elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses. Et c'est ça la technique. Je veux dire, si vous voulez, si on ne la maîtrise pas, si on ne l'humanise pas, pour dire autrement, c'est elle qui nous technicise. Mais elle nous technicise parce que nous la laissons nous techniciser. C'est un choix politique d'une certaine manière. Un point qui est très important aussi, que je n'ai pas développé, mais dans les années 1929-1930, il y a un texte extrêmement important de Siegfried Kracauer, qui a une enquête sur les employés. Le livre s'appelle « Les employés » en traduction française. C'est un livre formidable. Moi, je l'ai découvert récemment, je vous le dis franchement, mais sinon je l'aurais cité à chaque page de mon dernier bouquin. C'est un livre formidable parce que Kracauer montre bien la prolétarisation, les idéaux d'appartenir à la classe bourgeoise et la réalité matérielle de leurs conditions qui ont fait des prolétaires. Et ce sont, alors ça il ne le dit pas, mais moi je vous le dis, ce sont justement ces classes-là qui se sont jetées dans les bras du nazisme en Allemagne. Et qui sont en train de se jeter dans les bras, bien sûr, de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, et ça c'est un point important, et c'est aussi l'intervention de Pierre qui m'y a fait penser, il y a une déchirure tragique, elle est tragique, au sens grec du terme, elle est tragique entre les idéaux auxquels nous continuons à croire, mais qui sont plus que les fantômes dans notre démocratie de ce qui a pu être, à un moment donné, à naître la substance vivante, et puis les conditions matérielles, réelles de notre existence. Et là, je crois que c'est là le risque majeur. Alors, je conclue. Alors, comment sortir de la logique, comment sortir nos métiers de la logique des résultats? Là, je reprendrai ce qu'a dit justement la jeune fille tout à l'heure. C'est ça la question de l'appel des appels.
C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, le résultat efface le processus qui le produit. C'est pour ça que je suis contre l'évaluation. Mais l'évaluation actuelle, ça veut dire que je sois contre l'évaluation en général. Évaluer, c'est normal, c'est donner de la valeur. Mais on en parle. L'évaluation aujourd'hui, voilà, vous êtes là. L'évaluation aujourd'hui, elle ne tient compte que des résultats. Pour être très simple, si je dirige des thèses, les seules thèses qui seront prises en compte seront des thèses soutenues. Ce n'est pas le travail d'encadrement des thèses. On s'en fout complètement. C'est même pas les thèses soutenues, l'ensemble des thèses soutenues, c'est l'ensemble des thèses soutenues par des étudiants de moins de 25 ans et si possible, qui ont eu aussi un cofinancement avec le privé. Donc, vous voyez, ça c'est pas objectif, c'est pas neutre, c'est pas vrai. Donc, il faut qu'on reprenne en compte dans les notions d'évaluation des processus par lesquels on aboutit effectivement au résultat et pas seulement évaluer en fonction des critères des résultats. Voilà, alors, j'avais marqué autre chose, mais là, je crois que j'ai plus le temps. C'est pas grave, oui, non, sur les économistes, moi j'avoue que je suis très touché par l'assassinat de mon ami Bernard Maris, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau de ces manuels d'anti-économie, il y a un film que je vous recommande d'ailleurs d'Hélène Fresnel, notamment sur Bernard. C'est vraiment quelqu'un qui avait une connaissance fantastique et qui pouvait vous dire, mais pour connaître la société, moi, j'ai besoin de Balzac, j'ai besoin de Flaubert. Alors, c'est des hommes, je le reconnais. Bon, c'est encore une citation universitaire, je le reconnais, mais peu importe, je m'en fous. Ce qui est très important, c'est que c'est vrai. C'est vrai que, bon, il adorait Houellebecq. Bon, c'est pas forcément mon cas, mais peu importe. Il y a des choses très agréables, très intéressantes dans Houellebecq. Mais lui, il dit, quand on lit Houellebecq, il donne dans son bouquin, justement, les fragments d'une connaissance de l'économie, il dit ça correspond. Mais moi je crois que c'est ça, je crois que si vous voulez, peut-être terminer là-dessus, en gros, les différentes divisions opérées dans les régions du savoir, elles produisent quelque chose qui est aussi la division des gens. Et je crois qu'il faut qu'on puisse aussi, c'est formidable d'être spécialiste, c'est formidable d'être technicien, expert, tout ce que vous voulez, mais à condition d'être aussi autre chose, et ça, il n'y a que la parole qui peut nous le restituer. Je termine par une citation de Canguilhem, la raison est régulière comme un comptable, mais la vie anarchiste comme un artiste.